Eh bien, bonjour à tous. Donc, je propose qu'on commence la présentation sans plus tarder. Donc, on va commencer avec un premier briefing, enfin un rappel sur le contexte des marchés dans lequel s'inscrit CMAM Obligé 2025. Et ensuite, rentrer un peu plus dans les détails du fonctionnement du fonds et de ses expositions. Donc, si on s'attarde sur le marché obligataire et notamment les obligations d'État, les deux principaux thèmes qui ont tenu en haleine le marché de taux en 2022 ont bien été l'inflation, d'une part, et le resserrement monétaire, d'autre part. La vigueur de l'inflation, pour rappel, un pic a été atteint à 9,5% aux États-Unis en juin 2022 et 10,6% en Europe en octobre 2022. Donc cette vigueur de l'inflation a forcé les banques centrales européennes à remonter significativement les taux. Donc aux États-Unis, on a à peu près 425 points de base de hausse de taux qui se sont faits sur l'année 2022. En Europe, 250 points de base sur l'année. Donc la première conséquence de la correction, de ces politiques monétaires restrictives, c'est la correction des primes de risque de crédit, et ça a entraîné une baisse de la valorisation. On constate en zone euro que les performances 2022 ont été en fort repli. 18% moins 18% pardon, pour les obligations d'État, moins 14% pour les obligations privées investment grade, moins 11% pour les obligations high yield. Pour rappel, le taux français 10 ans est passé de 0,19% en début d'année 2022 à 3% en fin d'année. Pareil, le taux 10 ans allemand a touché un point haut à 2,5%, alors qu'il avait commencé l'année 2022 autour de moins 0,17, donc à peu près 267 BP de hausse. Si on regarde l'évolution des primes souveraines, donc c'est le graphique du dessous, on observe dernièrement une réduction du sentiment du risque italien avec une baisse du spread BTP Bund. En fait, suite à un positionnement qui reste sous-pondéré de la part des investisseurs, une très forte corrélation entre le spread BTP Bund et le marché du crédit investment grade, et un budget italien en ligne avec les attentes de l'Union européenne et Giorgia Meloni, qui finalement suit les traces de Mario Draghi et qui du coup rassure les marchés quant à la soutenabilité de la dette italienne. Donc je vais passer à la slide suivante. Donc qui dit resserrement monétaire dit impact sur la courbe des taux. Donc la courbe des taux, donc segment court vs segment long terme, elles se sont forcément aplaties jusqu'à s'inverser tant en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que l'inversion a été la plus forte. Actuellement, l'écart entre le taux 2 ans et le taux 10 ans américain a atteint 80 BP moins 80 BP pardon, l'année dernière et encore actuellement. Donc dans ce contexte, quelles sont nos perspectives pour 2023 ? On s'attend à une normalisation progressive de l'inflation. Ça devrait permettre aux banques centrales de continuer à réduire les prochains mois l'amplitude des hausses de taux, puis de terminer un resserrement monétaire dans les prochains trimestres. Les banques centrales devraient également continuer de réduire la taille de leur bilan. Et on s'attend également à un volume important d'émissions obligataires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de l'année, le marché obligataire européen démarre très fort avec à peu près 300 milliards d'obligations émises sur le mois de janvier. Donc c'est un record, un nouveau record. Le dernier record, c'était en janvier 2020, à peu près 240 milliards. Et les États européens devraient émettre également environ 600 milliards en 2023, ce qui est considérable. En conséquence, ça devrait maintenir les taux et les primes de risque sur des niveaux élevés sur le marché obligataire, sans pour autant créer un effet d'emballement. L'essentiel du parcours haussier, selon nous, est désormais effectué. Les courbes de taux, quant à elles, devraient progressivement se repentifier dans les prochains mois, mais c'est un processus qui mettra davantage de temps. Si on s'attarde au marché du crédit investment grade,
Donc là, vous avez l'évolution des spreads des indices de crédit cash sur le graphique du haut et en dessous l'évolution des taux de rendement. Donc, tout comme les taux souverains, les primes de risque ont évolué à la hausse. Depuis le début d'année 2023, le positionnement des investisseurs s'est retourné avec des investisseurs qui étaient davantage rassurés sur la maîtrise de l'inflation et une économie qui semble plus résiliente. Donc, plus globalement, en fait, début d'année 2023, donc depuis le mois de janvier finalement, le marché a été très bénéfique pour les actifs risqués, en particulier le high yield et les subordonnés. Puis le mouvement s'est propagé au crédit investment grade une fois que le déluge de primaire s'est calmé. Sur les spreads de crédit, le mois de janvier, donc comme je le disais, il a été one way, si je puis dire. Les financières se resserrent d'à peu près 30 BP, le crédit d'entreprise une vingtaine de BP, et du grosso modo, le crédit IG se resserre de 25 BP sur le mois. Les secteurs qui ont le mieux performé, ce sont l'immobilier, avec 70 BP de contraction, suivi de l'assurance et des banques. Les moins bonnes performances sont sur la santé, les technologies et l'énergie. Et en fait, on explique cette sous-performance de par la faiblesse des résultats et des taux de croissance nuls, voire négatifs pour certains secteurs sur les earnings. Donc, et sans surprise, c'est dans un mouvement favorable au risque, c'est les rangs de subordination les plus faibles qui ont le mieux performé, ainsi que le segment high yield. Bien que cette performance était remarquable sur cette première partie de l'année, les valorisations, elles restent attractives. On est à peu près à 3,5% de rendement sur le crédit d'entreprise, 4,17% de rendement sur les financières et autour de 3,85 à peu près sur le crédit investment grade, zone euro. On continue de penser que les niveaux sont attractifs si on souhaite bloquer un rendement à maturité. En fait, nous, on continue de sélectionner soigneusement les émetteurs, notamment sur le high yield. Les conditions de financement vont être plus difficiles pour ces émetteurs-là et on s'attend à une hausse de défaut d'ici la fin d'année. Une hausse des taux de défaut d'ici la fin d'année. On privilégie toujours les financières versus les corporates, du fait des niveaux de valorisation qui sont plus attractifs, mais aussi des fondamentaux et des perspectives économiques plus en faveur des banques. Ça se traduit justement donc, dans les résultats qui ont été publiés sur les banques européennes, où en moyenne, elles ont été publiées 20% en moyenne au-dessus du consensus, lié majoritairement à la hausse des marges d'intérêt. On privilégie les rangs de seniorité élevés, donc senior non preferred, au détriment des subordonnés qui ont extrêmement bien performé depuis la fin d'année dernière. Un des facteurs qui va soutenir le marché du crédit, selon nous, c'est les flux et la demande. Depuis le dernier trimestre, on comptabilise à peu près 15 milliards de collectes sur les OPC et les ETF obligataires. On s'attend à ce que les assureurs et les fonds de pension continuent de switcher leur allocation vers du crédit de haute qualité en dérisquant progressivement leur portefeuille. Et on pense toujours que la thématique de décompression des spreads, c'est-à-dire une sous-performance des émetteurs les moins bien notés par rapport aux émetteurs les plus solides, devrait se poursuivre dans les mois à venir. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est le fonds CMAM Obli IG 2025. Donc, avant toute chose, Crédit Mutuel Asset Management communique sur 3 types de TRA différents, donc taux de rendement à maturité différents sur ces fonds à échéance. Alors, à savoir que tous les TRA que je vous communique sont des TRA qui sont bruts, de frais de gestion. Donc, le premier, c'est un TRA à maturité finale. Donc, c'est un taux de rendement qui ne tient pas compte des options de call et suppose que les flux intermédiaires seront réinvestis au même niveau que le taux de rendement à l'achat. Donc, c'est typiquement un yield to maturity. Ensuite, on a un taux de rendement à maturité attendu. Donc là, on prend en compte les options de call. Donc, c'est un yield to worst. Un yield to worst. Et ensuite, on a le TRA à maturité attendu pondéré. Là, on prend en compte les options de call et on suppose on prend l'hypothèse que les flux intermédiaires seront réinvestis à taux nul. Donc, c'est une hypothèse qui est très conservatrice et qui nous permet d'avoir
un scénario du pire sur le TRA du portefeuille. Donc le fonds CMAM Obli-IG 2025 est un fonds à échéance crédit. Donc c'est un fonds qui adopte une stratégie buy and watch, où on porte les titres jusqu'à leur échéance, sauf événement de crédit en cours de vie remettant en question la solvabilité de l'émetteur. En fait, via cette stratégie de portage de titres, la volatilité et le risque de taux et de crédit va diminuer au fur et à mesure de la vie du fonds. Et ça permet d'avoir une visibilité sur le taux de rendement qui sera attendu à l'échéance du produit. En fait, chez CMAM, le processus de gestion obligataire et de sélection de titres repose sur une analyse macroéconomique qui vise à anticiper les tendances d'évolution des marchés autour d'un scénario central. Et on complète cette analyse par une analyse microéconomique des fondamentaux qui est faite par notre équipe d'analyse crédit. Notre politique d'investissement, elle est définie et revue chaque semaine lors du comité de gestion et qui est constitué des gérants et des analystes crédit. Les 2 atouts de ce fonds par rapport à la concurrence, c'est son positionnement court. Donc c'est un positionnement avec une maturité de moins de 3 ans et une sensibilité de 2,2. Et c'est un fonds qui a une exposition majoritaire au crédit investment grade. Donc par rapport à une obligation souveraine française de maturité proche, le fonds capture à peu près 100 BP de prime pour un risque de crédit qui est limité. Donc là, le TRA actuel du fonds, il est situé entre 2,88 et 3,70. Donc 2,88, c'est notre scénario pessimiste avec un taux de réinvestissement à 0. Et 3,70, c'est notre taux de rendement à maturité attendu. Alors, sur la slide suivante, on a un peu plus de détails sur le fonds. Donc, on a à peu près 900 millions d'encours sur ce fonds. Donc le TRA, comme je le disais, du portefeuille est entre 2,8 et 3,70% brut de frais de gestion. La répartition par notation, donc comme je le disais, le fonds est majoritairement composé de crédit investment grade. Il peut investir, le prospectus autorise le fonds à investir jusqu'à 10% en obligations high yield. Actuellement, on est à 4,7%. On a fait le choix de privilégier le crédit IG, car en fait, avec des taux plus hauts et des spreads plus hauts, on réussissait à capter des rendements qui étaient tout à fait intéressants pour un risque de crédit du coup limité. Sur le segment du high yield, on est investi sur des signatures double B, donc toujours dans le but de privilégier la qualité. Donc nos concentrations aux moyennes, elles se situent autour de 0,3% sur le high yield et 1% sur l'investment grade. Et en fait, ces concentrations sont croissantes avec la qualité de crédit. La répartition géographique, quant à elle, elle constitue davantage une résultante de notre sélection d'émetteurs. Au laissement du portefeuille, on avait intégré par exemple des bons du trésor italien, car le spread s'était écarté, on avait un intérêt dans la valorisation des bons du trésor. Puis finalement, cette part, on l'a laissé diminuer finalement avec le temps, car on avait des opportunités sur le marché secondaire et sur le marché primaire qui étaient plus avantageuses. On a la possibilité d'investir dans des obligations en devises, mais le risque de change doit être systématiquement couvert. Actuellement, on n'a pas, on n'en porte pas et on n'a pas d'intérêt à aller sur des émissions en dollars. Si on prend en compte la couverture, le rendement offert est moins intéressant que des émissions en euros. Actuellement, on a un spread moyen du portefeuille qui est autour de 50 BP, à savoir que quand on l'a lancé en octobre, on était autour de 110 BP. Donc c'est un fonds aussi qui prend en compte des critères ESG. Donc c'est un fonds qui est catégorie 8 SFDR et catégorie 2 AMF. Et ce sont les critères ESG font partie intégrante de la sélection des émetteurs. En slide suivante, donc nous avons la répartition sectorielle à droite. Donc pareil, elle s'inscrit dans un processus de gestion qui est plus global. Donc, comme je le disais, la gestion taux se réunit toutes les semaines pour définir une allocation technique, tactique sectorielle.
Et donc le fonds essaie de traduire au maximum ses vues, mais on est quand même dépendant de la liquidité du marché, au moment où on investit la collecte. On a une préférence, pour les banques, donc ce qui explique, notre part majoritaire, sur le secteur des banques. On l'explique par plusieurs points. D'abord les fondamentaux. Le contexte de hausse de taux bénéficie à la profitabilité des banques. Ça s'est, démontré dans les résultats, des banques européennes dernièrement. Les ratios de solvabilité de capitaux, ils n'ont cessé de s'améliorer, sur les 5 dernières années. Heu et à titre d'information, même actuellement, les ratios de prêts non performants continuent de décroître dans les bilans des banques européennes. Un autre point qui fait qu'on est favorable, au secteur des banques, c'est, la valorisation. Il y a un différentiel de rendement qui est entre 20 et 30 BP, entre les financières et les corporates. Et du coup, on a tout intérêt, à favoriser, cette classe d'actifs, enfin, ce secteur-là plutôt que le crédit d'entreprise. D'autant qu'en fait, la structure du marché du crédit investment grade, pardon, explique, également cette surpondération. Ça constitue à peu près 60 du gisement et 2/3 des émissions primaires, sur 2022 et bien plus sur 2023. En haut, vous avez, sur le graphique de gauche, vous avez la répartition par rang de dette. Donc sur les bancaires, nous avons une majorité de seniors. Nous avons à peu près 13 de subordonnés bancaires, toujours sur des émetteurs bancaires français. Au lancement du fonds, on était davantage autour de 20 et en fait, la valorisation, les subordonnés ont très bien performé. Du coup, on a rebasculé notre allocation vers plus de seniors. Hem, Sur le crédit d'entreprise, on ne porte uniquement que des obligations, seniors, pas d'hybride. Parce qu'en fait, on a fait le choix, d'avoir des titres qui ont une maturité finale inférieure à, mars 2026, donc 31 mars 2026. Les, obligations hybrides ayant une date de maturité, perpétuelle, elles sont, du coup, de ce fait, exclues, du scope d'investissement. Donc comme je le disais, donc là, en dessous, nous avons la répartition par maturité. Heu, on a décidé de s'octroyer, pardon, un buffer de liquidité, d'un gisement, plus large sur les obligations, d'entreprise. On a le droit d'investir jusqu'en 31 mars 2026. L'idée, c'était, d'élargir notre univers d'investissement, mais de pouvoir quand même, ne pas dénaturer le fonds. C'est bien un fonds à échéance 2025, donc on a la majorité de nos obligations qui sont investies sur cette maturité-là. Et, heu, et enfin, du coup, c'est vraiment un fonds, à échéance 2025 avec, un petit delta qui nous permet de sélectionner des émetteurs, par exemple sur le high yield, avec des maturités, 2026. Pour, rapidement, conclure avant les questions, l'avantage en fait de ce produit, c'est qu'il offre, un accès facilité, aux investisseurs qui recherchent un instrument de diversification obligataire à moyen terme via un fonds. On a le souci de la diversification du portefeuille et de son positionnement, et du coup, il offre un instrument de diversification hyper intéressant à un investisseur qui veut être exposé au marché obligataire, investment grade. Son positionnement court nous permet, de maximiser, le taux de rendement attendu à l'échéance pour un risque de crédit limité. Les courbes de crédit étant relativement plates, en fait, son positionnement nous permet de limiter, le risque de taux et le risque de crédit pour finalement, un TRA qui reste, attractif. Le fonds a une durée de vie qui est limitée, donc ce qui permet une meilleure compréhension du produit et une volatilité qui va diminuer, au cours de la vie du fonds. Et enfin, le taux de rendement, du portefeuille qui est compris entre 2,8 et 3,7 constitue un point d'entrée qui reste, extrêmement attractif pour une durée de portage relativement courte, inférieure à 3 ans.
Donc, j'ai fini, ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis, tout à fait disponible pour y répondre. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc ah! Peut-être que si. Alors TRA de 2,8% à 3,5% pour du crédit investment grade, ce n'est pas un peu bas par rapport à du souverain italien? Alors en fait, je ne pense pas. Si on regarde les valorisations du crédit investment grade actuellement, on est autour de, comme je le disais, de 3,5% sur du crédit d'entreprise, 4,17% sur les financières, sachant qu'on a une diversification qui est assez élevée dans le portefeuille. On a à peu près 180 titres, 120 émetteurs. Donc, je pense que notre risque est beaucoup plus diversifié en allant sur un produit comme celui-ci avec une granularité très élevée euh, que d'aller sur du bon du trésor italien actuellement. Surtout que le bon du trésor italien est extrêmement volatile du fait de notre diversification à la fois sur des émetteurs très bien notés et à la fois sur des émetteurs high yield. On limite cette volatilité. Je vois bien sur les notations. Comme vous le voyez, on est principalement exposé sur des émetteurs très bien notés, donc A+, A-. On est très précautionneux sur nos investissements dans le high yield, donc on pourrait aller sur des notations B-, mais en l'occurrence, on se concentre exclusivement sur du W+W. Donc moi, je pense que ça constitue un produit qui est extrêmement attractif et finalement beaucoup moins volatile qu'une obligation du Trésor italienne. Eh bien, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, non. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, on est tout à fait disponible pour y répondre. Il me semble que ce webinaire sera disponible par la suite. Donc voilà, c'était un plaisir et c'est tout pour moi. Je vous remercie pour le temps que vous avez pu m'accorder. Bonne journée.